Le 29 octobre 1996, tout le monde était étonné à Bukavu de voir que ça tirait partout. On s'est réveillé sous les bombes, beaucoup de bombes d'ailleurs, des obus venaient du Rwanda qui sont tombés sur Bukavu. Mais en quelques jours, il y a eu des milliers de morts. On ne saura jamais exactement combien. Nous avons enterré dans les fosses communes parce que, tenez-vous bien, ça commençait à puer partout, les cadavres en putréfaction. Les corbeaux ne savaient plus voler tellement ils avaient mangé de chair humaine. Okay? Les chiens avaient grossi et mangé des corps en putréfaction. Le régime de Kagame a envoyé les militaires pour détruire les camps. On nous a bombardés toute une nuit et une journée. Alors là, nous sommes allés plus loin parce qu'on ne pouvait pas rester tout près des frontières entre le Rwanda et le Zaïre. Là, il y a beaucoup de morts parce que les troupes rwandaises ont traversé avec des canons rapides, avec des armes lourdes et nous bombardaient dans des tentes pour nous massacrer, pour nous exterminer. Et c'est comme ça qu'ils nous ont chassés, ils ont mis les camps en feu et en sang. Alors là, nous avons été obligés de fuir du sud Kivu en pénétrant vers l'intérieur du Zaïre. As UN human rights officer in Kinshasa, we were witnessing the advance of Ugandan, Rwandan, and Burundian troops across the country, ostensibly led by Laurent Désiré Kabila as the head of the AFDL. But this coalition was progressively advancing across the country, and as they advanced, we were receiving reports of large-scale massacres of refugees. Pour échapper au combat et au massacre, la majorité des réfugiés a fini par retourner au Rwanda. Mais des centaines de milliers s'y refusent et continuent de fuir à travers les forêts congolaises. Pour les Rwandais de la FDL, c'est la preuve de leur culpabilité. Une traque impitoyable commence. Nous avons traversé le Congo à pied et dans des grandes forêts. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de toilettes. Nous tous, nous devenons vieux, nous tous. Les visages et les enfants et les adultes, maigres comme ça. Et en forêt, qu'est-ce que vous mangiez en forêt? Dans la forêt, ce n'est que des fruits des arbres sauvages. Tout ce qui n'est pas amer est comestible. Que ce soit des fruits, que ce soit des feuilles. Même ces feuilles-là, s'ils ne sont pas amers, on mange. On cherche, on trouve, on tombe sur un chat, on se ravitaille là-bas si c'est un chat de manioc. Là, je vous dis, on détruisait des champs. Vous prenez plus de 20 000 personnes, vous les jetez sur la route, sans rien. Là, nous avons détruit les champs des Congolais. Et des fois, nous étions dans des forêts, là, il n'y a pas de champs, là, il n'y a pas de village. Si tu attrapais la malaria ou bien la diarrhée, tu restais. Une maman qui meurt, ma mère meurt, et je prends son cadavre, je le mets à côté et je continue. Les gens ne savaient plus où se trouvaient les réfugiés, la communauté humanitaire notamment. Les réfugiés s'étaient éparpillés dans la forêt. Et donc nous avons survolé la forêt en suivant la route Kisangani. Et c'est au niveau de Lubutu qu'on avait vu une marée humaine en pleine forêt. Une marée humaine comme je n'en ai jamais vu dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, je n'ai jamais vu une marée humaine comme ça, en face. Et après on est revenu, on s'est posé sur cette route-là qui servait de piste. Et c'est ainsi qu'on avait découvert des milliers de réfugiés hutu-rwandais qui mouraient de faim dans la forêt. Et c'est la première fois dans ma vie que j'avais vu l'enfer en face. Donc, ils étaient tellement des milliers, des loqueteux, des misérables. Et même, j'avais vu des enfants, des bébés, hein, et avec des mouches partout, couverts des mouches, à telle enseigne que leur maman, affaiblis, n'arrivaient même plus à chasser les mouches et les insectes qui s'amassaient ou qui sont tassés sur les corps de ces bébés. Au cœur des forêts congolaises, non loin de Tingi-Tingi, un premier convoi humanitaire découvre des milliers de réfugiés, épuisés, hébétés, entassés le long de la voie ferrée, dans l'attente d'un hypothétique secours.
De ces camps de fortune, de ces misérables bivouacs, de ces corps à l'agonie, il ne reste plus de traces aujourd'hui. La forêt les a engloutis, seules demeurent quelques images d'archives. Le bébé? Il est vivant? Plus de 200 000 réfugiés en détresse sont rassemblés à Tingi-Tingi, mais les organisations humanitaires ne peuvent pas les secourir car l'armée rwandaise leur interdit l'accès au camp. Les ONG font alors appel à l'Union européenne. Emma Bonino, la commissaire à l'aide humanitaire, se rend sur place en urgence. Plus de 3 mois de marche dans la forêt, dans la boue, sans abri, sans habits, sans médicaments et presque sans nourriture. Maman Bonino, si vous étiez tout près de cette forêt, vous auriez entendu beaucoup de pleurs des enfants qui, malgré la fatigue et la faim, devraient obligatoirement faire ce long trajet pour échapper à la mort atroce infligée même aux enfants par les océans. Maman Bonino, vous qui occupez une place importante au sein de l'Union européenne, nous vous prions de transmettre à qui de droit nos problèmes et nos souffrances ici à Tingi-Tingi. Maman Bonino, nous vous remercions de votre visite et attendons beaucoup de vous. Au revoir, Maman Bonino. Mais peu de temps après le départ d'Emma Bonino, l'étau se referme sur les réfugiés et le camp est pris d'assaut. Beaucoup sont morts. Des milliers sont morts. Parce que des milliers ont été massacrés à Tingi-Tingi. Donc ce sont des vérités que certains potentats de l'époque ont tenté d'étouffer. L'ONU sait qu'on a massacré des réfugiés hutus rwandais sur le territoire congolais, donc en terre congolaise. Et donc l'ONU ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'elle ne connaît pas. Parce que les HCR étaient ici à Kisangani. Mais comme le rapport de force à l'époque était en faveur du Rwanda parce qu'il fallait balayer Mobutu après la guerre froide, eh bien, les gens se sont tus. Les gens se sont tus, ils n'ont rien fait. There's testimony from Congolese that record that bodies were gathered, were burned, buried to hide the evidence. But there's a very serious group of crimes that were committed south of Kisangani that I think have never been investigated to satisfaction. C'était des troupes rwandaises, mais qui avaient quelques petits leaders congolais pour essayer de congoliser la bataille, mais c'était des troupes rwandaises, on le sait, avec des commandants rwandais. James Kabarebe en personne était ici, et il y avait aussi celui qu'on appelait à l'époque le commandant Hippo. Parce qu'on l'avait vu ici à Kisangani, dans certains petits bistrots ici, les commandants Hippo n'est autre que l'actuel Joseph Kabila. Et donc, il était ici, les gens le voyaient, ils étaient là. Ils étaient au courant de ces massacres? Bien sûr que oui, rien ne se faisait sans eux. Ils savaient, ils étaient au courant de ces massacres. À la tête des forces armées de l'AFDL, un officier rwandais qui n'a pas 30 ans, James Kabarebe. Homme de confiance de Kagame, il a fait ses preuves dans l'armée rwandaise avant d'être nommé général en chef de la rébellion. Kabarebe emmène dans son siège un autre jeune militaire et non des moindres, Joseph Kabila, le fils du chef rebelle Laurent Désiré Kabila. Sur la route de Kisangani, les troupes rwandaises ont fini par rattraper plusieurs milliers de réfugiés qu'elles entassent dans un train pour forcer leur retour au Rwanda. Pour accueillir le convoi, on fait appel à des ONG. Mais les humanitaires découvrent un véritable désastre.
Pour des centaines de réfugiés, le train n'est plus qu'un cercueil. Sur la route de l'AFDL, les massacres s'accumulent et n'embarrassent pas vraiment Laurent Désiré Kabila, à la tête d'une rébellion dont il est censé être le chef. Le silence et le prix à payer pour réussir son pari, arrivé au pouvoir avec le soutien des armées ougandaises et rwandaises. La rébellion a gagné la moitié du pays. De nombreux jeunes écœurés par le régime de Mobutu se rallient à Kabila, et dans leur marche victorieuse vers la capitale, ils ne rencontrent plus guère de résistance. Nous avons des forces militaires immenses. La rébellion, c'est donc ce qu'on appelle une révolution démocratique nationale, c'est-à-dire la révolution, le rejet, le déni par un peuple tout entier, dans sa diversité ethnique, de méthodes et de pratiques de pouvoir du régime mobutiste. Et tout le monde le sait que c'est un régime policier, un régime sanguinaire qui est là depuis des années. À l'ouest du pays, une colonne de réfugiés épuisés approche de la ville de Mbandaka. Ils viennent de parcourir à pied plus de 700 km depuis Kisangani. Leur dernier espoir pour échapper à l'enfer est de traverser le fleuve Congo et d'atteindre la frontière d'un pays voisin. À l'époque, j'étais directeur provincial des services de secours d'urgence de la Croix-Rouge. Le chef d'équipe est venu dans mon bureau m'informer que nous venons de voir, il y a un afflux de gens qui sont dans une colonne interminable. Et on ne voyait pas la fin. Parce que c'était les gens qui venaient, on ne voyait pas la fin. Des milliers qui venaient. Et tout le long de la route là, ils étaient massacrés, ils étaient tués jusqu'à arriver dans la ville de Mbandaka. C'est ici le port de Lonatra.